Le championnat de première division a débuté vendredi dernier. Nous en sommes déjà à la 3e journée. 9 matchs se sont disputés ce soir. Le 10e Bastia-Lyon sera diffusé en direct de Furiani dimanche à partir de 20h15 sur Canal+, bien sûr. Bonsoir. Avant d'attaquer cette 3e journée de première division, où je vous le dis tout de suite, il y a eu pas mal de buts. Mais avant d'attaquer la première division, je voudrais qu'on revienne à la journée de D2 qui s'est déroulée mercredi soir. C'était la 3e journée de la Super D2 avec 2 affiches, et notamment ce Saint-Brieuc-Marseille. Oui, il fallait guetter la réaction de l'équipe de Marc Bourrier après la défaite concédée à domicile au Stade Vélodrome face à cette équipe du Mans. Saint-Brieuc-Marseille, résumé Denis Balbir. La grande foule à Saint-Brieuc et des Marseillais venus encourager les leurs en quête de rachat. Un coup franc lointain de Vignola. Et Bruno Germain de la tête trompe Manteau immobile. Chaleur infernale au stade Fred Aubert. Deuxième période, les Briochins pressent et Marseille s'arc-boute. Crochet de Le Sceau et faute de Wakuboué. Monsieur Depandy siffle pénalty. Le Sceau s'élance. Barthez repousse, mais Broz, l'Américain, est finalement là pour conclure. Marseille veut absolument l'emporter. Une bonne passe en profondeur pour Tony Cascarino qui s'écroule devant Satora. Penalty, décide monsieur Depandy à 7 minutes de la fin. Transformé du gauche par Cascarino et une victoire pour l'OM à l'extérieur. Et oui, Marseille qui s'en sort de justesse grâce à Tony Cascarino. 2 exclus au cours de cette rencontre, Philippon et le jeune Marseillais Jambet. L'autre affiche de cette seconde journée de Super D2, c'était Nîmes-Toulouse. D'un côté, sur le banc nîmois, il y a Josip Skoblar. De l'autre, sur le banc toulousain, il y a Roland Courbis. Roland Courbis certainement un petit peu inquiet après la première sortie de son équipe et cette défaite encaissée à Charleville. Toulouse-Nîmes, Nîmes-Toulouse tout de suite, toujours avec Denis. Très peu d'occasions de but dans ce Nîmes-Toulouse. Les défenses sont serrées. Il y a aussi un peu de crainte de part et d'autre pour 2 grosses cylindrées de la D2. Nîmes aurait pu ouvrir le score. Un tir de Cachloul. Mais Soukas, replié, repousse in extremis. Et Philippe Montagnier demande un peu plus d'attention à sa défense. Pour ce tacle et un 2e carton jaune, monsieur Rémi Harel en 2e période. Ici, exclut Mazzuchetti, incrédule. 1 minute plus tard, c'est au tour de Stéphane Planck, le Toulousain, de voir rouge pour un fauchage par derrière assez vilain. Ici, et M. Harel aura distribué 2 cartons rouges et 9 jaunes dans cette rencontre où Toulouse tente sa chance. Avec une belle ouverture vers Nemetchek. Et les hommes de Courbis trouvent la faille grâce au vaillant capitaine Nemetchek. Là aussi, très précieuse victoire pour le TFC. Et joie de Ronan Salin et du gardien Philippe Montagnier. Ah oui, c'était juste, mais Toulouse s'impose quand même aux Costières, 1-0. Là également, un exclu de chaque côté. On va récapituler avec le tableau ce qui s'est passé mercredi soir. La prochaine journée de D2, ce sera demain soir, la numéro 3. Mais tout de suite, on récapitule, Jean-Jacques, la D2. Avec ces 2 victoires à l'extérieur que vous avez donc découvert, celle de Toulouse à Nîmes et celle de Marseille à Saint-Brieuc. Les autres résultats, vous en avez certainement pris connaissance. On va regarder tout de suite le classement. Avec en tête Guignon qui, à l'image de Bordeaux en première division, fait pour le moment un sans faute, 2 matchs, 2 victoires. Et il y a un certain nombre d'équipes à 4 points juste derrière dans le bas du tableau qui est à 0 points. Une seule formation, il s'agit de Saint-Brieuc. Au niveau du classement de l'annonce de la prochaine journée, celle dont je vous parlais, c'est demain soir. En match avancé demain soir, ce sera également le début de la Nationale 1. Il y avait un match avancé ce soir et sachez que Lorient a battu Châtellerault 4-2. Voilà, allez, on attaque la première division avec un match du jour qui sera aujourd'hui Monaco-Auxerre. Le résumé, on le verra tout à la fin de jour de foot, mais on va profiter de Grégoire Margoton qui doit se trouver en ce moment même en direct dans ce stade Louis II. Monaco-Auxerre, c'est le match du jour. Pourtant, ce ne sont pas 2 équipes du haut du tableau. C'est moins qu'on le puisse dire en ce moment, Grégoire, hein. Bon, il y a Auxerre qui a eu beaucoup de malheur, ça on peut comprendre. Monaco, c'est plutôt inexplicable. Les Monégasques 9e du championnat l'an passé et qui débutent cette saison par 2 défaites. C'est terrible, hein.
Oui, Thierry, ça faisait 7 ans que l'AS Monaco n'était pas parti aussi mal en championnat. Vous l'avez dit, 2 matchs, 2 défaites, 0 points. Et le pire pour Monaco, c'est que Bordeaux a déjà pris 6 points d'avance. Alors depuis mardi et la défaite à Lyon, les journalistes ont beaucoup interrogé les joueurs d'Arsène Wenger. Ils ont d'abord dit que l'osmose entre les anciens et les nouveaux ne s'était pas encore faite. Et plus grave, qu'ils étaient pour l'instant dans l'impossibilité de se faire violence sur un terrain. Bref, le public de Monaco, pourtant peu nombreux, commence à gronder. Vous le voyez sur cette banderole. Et les joueurs d'Arsène Wenger avaient vraiment intérêt ce soir à se mettre minables contre Auxerre. C'était les termes d'Enzo Schifo cette semaine. Grégoire, un petit indice avant qu'on vous suive dans ce résumé en fin de jour de foot. L'indice, c'est le match de l'an passé, ce Monaco-Auxerre. Et regardez ce qui s'était passé au stade Louis II. C'est pas très encourageant pour l'équipe d'Arsène Wenger, puisqu'à l'époque, c'est Corentin Martins qui marquait le but de la victoire juste avant la mi-temps, au cours d'une rencontre où Sylvestre sera expulsé à la 65e minute. Donc l'an passé, victoire d'Auxerre à Monaco. 1-0, on verra tout à l'heure ce qu'il en est de cette édition 94-95. Bordeaux-Martigues, Bordeaux donc compte 6 points d'avance, notamment sur Monaco. Bordeaux qui fait pour le moment un sans faute, mais ce serait sans doute aller un peu vite que de croire et que d'affirmer que Bordeaux sera après cette 3e journée toujours en tête du championnat, mais avec 9 points. Pourquoi ce serait un peu délicat d'avancer ça si vite? Parce que Martigues d'abord a bien réussi l'an passé au Parc Lescure avec un résultat nul, un but partout, et Martigues réussit bien son début de saison. Martigues en est déjà à 4 points. Et Martigues est allé gagner à Montpellier. Bordeaux-Martigues, résumé, Pierre Sled. Bordeaux avait de bonnes raisons de se méfier d'un adversaire qui, comme lui, avait bien réussi en ce début de championnat. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que sont les Girondins en action tout de suite avec Dugarry et un bon plongeon de Durand. C'est la première occasion des Girondins, mais il ne faut pas oublier qu'en face, eh bien, les Martégots ratissent bien le terrain à l'image de Bouquet, le capitaine, qui feinte une première fois le sang, une deuxième fois et Tolo est au premier poteau. C'est le premier but de ce match après 20 minutes de jeu. Pas illogique, tant les Martégots poussent leur action jusqu'au bout. Et on remarque au passage que Gaëtan Huard a quand même touché le ballon de la main. Dans la seconde qui suit ce but pratiquement, on retrouve Tolo pour un geste extraordinaire. La balle est passée juste à côté. On se souvient que Tolo avait marqué déjà de cette façon-là. En tout cas, Martigues gère bien ce match. Ce sera maintenant le tour des Girondins d'attaquer un petit peu plus. Avec Dutuel, Bancarel, la balle est un tout petit peu derrière et ça passe juste à côté encore des buts de Durand qui a fait un très très bon match. Toujours pratiquement dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Une longue balle mal jugée par Dubois. Dugarry, il a vu au centre Bancarel qui coupe ce ballon et marque pour les Girondins un partout. Il était temps pour Tony. Mais Dugarry a énormément pesé au cours de cette première mi-temps. Et en plus, il donne ce ballon lumineux à son confrère de l'attaque, Bancarel. Encore une poignée de secondes avant cette mi-temps et on peut espérer pour les Girondins un chaos. Encore Bancarel et encore une manchette terrible de Durand. On en restera là, du moins pour les 45 premières minutes de jeu avec encore cette occasion de Bancarel qui va reprendre cette balle de toutes ses forces. Et regardez le poignet ferme de Durand. Donc un partout à la mi-temps, deuxième période, là c'est un petit peu la débandade dans le camp de Martigues avec une balle un peu courte pour Durand. Zidane, non, sur la ligne, Petrucci qui finalement redonne involontairement à son gardien mais sauve son but et c'est là le principal. Prunier était intervenu, Durand un petit peu court, Zidane est obligé d'attendre le rebond mais c'est trop tard, Petrucci est revenu. Toujours les Girondins avec une balle touchée par Dutuel, encore repoussée. Et là un geste très audacieux de Zidane, ça passe pas très loin. Lizarazu qui a combiné avec Dugarry, encore une fois au-dessus. Et dans les dernières secondes de ce match, eh bien on est un petit peu fébrile du côté bordelais avec une balle de Tolo qui va rentrer, non, juste au-dessus. Mauvais dégagement. Et oui, Rodex Braya est quand même content d'avoir obtenu ce point du match nul car on en restera là. Ça c'était juste pour la route, le plus beau geste de la partie avec Prunier, vous l'avez vu, un petit bas de tango, mais ça fait quand même un partout. Un partout, finalement, c'est le même scénario que l'an passé. Bordeaux et Martigues avaient un point commun cette saison, c'était d'être allés gagner à Montpellier sur ce score de 1-0. Cannes-Metz, l'équipe de Safet Suzic est toujours invaincue, mais ce soir, Johan Mikou est suspendu. Quant à Durix, il a longtemps été incertain, mais finalement, il a été titularisé. Franck Durix, regardez, ça avait été un des héros de la rencontre de l'an passé entre Cannes et Metz. Priou avait inscrit le premier but.
Et Durix, lui, va marquer le second sur cette reprise de volée qui va dans la lucarne de Jacques Songo. Un beau geste l'an passé. Luis Fernandez était bien entendu ravi de cette reprise de Durix. Alors quant à Metz, difficile de savoir où en sont les Lorrains à l'heure actuelle. Ils ont été gagnés à Monaco, ça c'était très bien, et ils se sont inclinés à Saint-Symphorien à domicile face à Bastia. Mystère, Cannes-Metz, Pierre-André Lacou. De toutes les équipes encore invaincues, Cannes possède avec le PSG la plus faible attaque avec un seul but marqué. Les Cannois veulent faire évoluer ce total dès le début de la rencontre. Sander Rachke Songo sous la menace doit s'offrir une belle sortie. Mais les partenaires du gardien camerounais sont eux aussi capables d'accélération. Combinaison Pires, Hérault et finalement Gaillot. Le tir de Philippe Gaillot passe juste à côté du but de François Lemasson. Le jeu se veut aéré et l'équipe de Metz n'est pas la plus chiche à vouloir trouver des espaces. Remise vers William Ayache avec Guillaume Masson derrière lui pour lui subtiliser le ballon. Le tir du droit de Masson, le Messin, oblige le Masson, le Cannois, à un arrêt en 2 temps. Metz domine le début de la première période, mais Cannes réagit à la demi-heure de jeu. Longue ouverture de Christophe Orlaville vers Franck Priou, dont la reprise de volée en pleine course passe juste à côté du but de Jacques Songo. Superbe geste de Franck Priou, mais malheureusement non cadré. 38e minute de jeu, nouvelle attaque cannoise. Durix vers Ferraoui sur l'aile gauche, centre, détourné. Le ballon a frappé la transversale et revient vers la tête de Laurent Charvet qui ouvre le score. 1-0 pour Cannes. Pour son premier match comme titulaire en première division, Charvet s'offre son premier but et par là même le premier de son équipe à domicile. Cannes essaie de concrétiser son avance en début de seconde période. Centre de Durix, repoussé vers Marquet qui frappe. Priou et Charvet n'arrivent pas à détourner le ballon dans la bonne direction. Mais c'est Metz qui a l'intention de contrôler la seconde période de ce match. Ballon vers Ichoua qui s'avance et tire des 35 mètres. La frappe puissante d'Ichoua oblige François Lemasson à un joli plongeon. Belle détente du gardien cannois sur ce tir d'Ichoua. Cannes a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Et ici, c'est Gaillot qui oblige le Masson à servir de dernier rempart après une erreur de la défense cannoise. Metz profite de toute la fin du match pour tenter d'égaliser. Coup franc, le Masson une nouvelle fois est obligé d'intervenir devant David Zitelli. À la toute dernière seconde, Cannes s'offre une dernière tentative. Centre vers Priou au premier poteau dont la reprise passe au-dessus. Cannes gagne finalement 1-0 et reste donc invaincu. Mais Safet Suzic peut hocher la tête. Il est vrai que son équipe n'a pas forcément été convaincante de bout en bout. Oui, Pierre-André, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura au moins 2 leaders après cette 3e journée. Il y a Bordeaux qu'on a vu faire match nul et il y a Cannes qui vient de s'imposer face à Metz. Cannes qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans ce championnat de France. Sochaux-Lille avec une équipe de Lille qui est la formation qui étonne un petit peu en ce début de saison. Le LOSC fait partie du cercle des 8 formations qui n'ont encore pas perdu après les 2 premières journées de championnat. À 7 secondes près, cela aurait également dû être le cas de Sochaux, mais lors du dernier déplacement à Nice, la frappe de Denef a empêché l'équipe de Silverstore Takak d'être toujours invaincue. Sochaux-Nice, Stéphane Le Goff. Cela fait très exactement 35 ans que Lille n'a plus gagné ici au Stade Bonal face à Sochaux. Jean Fernandez pas forcément inquiet, mais les apparences sont souvent trompeuses. La décontraction n'empêche pas la méfiance puisque l'entraîneur lillois avait choisi d'aligner 5 défenseurs devant Nadon pour cette rencontre. Une rencontre entamée pied au plancher par les Sochaliens qui pratiquent un jeu très agréable avec cette balle qui circule jusqu'à De La Quintini pour Crosset. 1-2 entre Crosset et Lionel Prat. Et Crosset qui tente sa chance de loin. Superbe frappe qui finit dans la lucarne de Nadon. Crosset aux anges, les bras en croix. On jouait seulement la 17e minute. Sa frappe est une pure merveille, jugée plus tôt. Rien à faire pour Nadon. Crosset qui n'avait marqué qu'un seul but l'an passé. Record entre guillemets égalé. Et son but permet à Sochaux de mener de la plus belle manière 1-0. 6 minutes plus tard, coup franc pour Sochaux. Attention, les doublés sont extrêmement dangereux sur ce genre d'action. Et oui, tête de Mendy sur ce centre de Cuervo. C'est exactement le même but que lors de la première journée face à Caen. Timing parfait entre les deux anciens stéphanois. 2e but de la saison pour Mendy qui permet donc à Sochaux de mener 2-0 après 23 minutes. L'unique occasion lilloise en première période sur ce coup franc de Garcia. Mais c'est largement au-dessus.
La deuxième période commence, elle, par un autre coup franc. Celui-ci est sochalien. Cuervo au deuxième poteau. Tête d'Oniaco et la défense lilloise qui dégage in extremis. Mais que ces coups francs sochaliens sont dangereux. Et au ralenti, on peut voir que Nadon touche le ballon. Heureusement, autrement, ça rentrait. 63e minute maintenant et un ballon pour Liké qui paraît anodin. Mauvais contrôle du Danois qui surgit. Cuervo lancé à pleine vapeur. Il va au bout de sa course. Centre pour Mendy, mais Mendy est un peu court et il ne peut reprendre. On s'achemine alors doucement vers la fin de cette rencontre et on retrouve Cassar que l'on a peu vu ce soir pour un long, très long dégagement de 16-6 mètres. Frissansen est surpris, Lionel Prat a bien senti le coup, crochet sur Nadon et troisième but pour Sochaux de Prat. Le crochet sur Nadon, imparable. 3-0, ce sera le score final. Première défaite de la saison pour Lille, mais rien à dire sur cette victoire sochalienne. Et regardez bien ce joueur de 25 ans, Philippe Cuervo. On va en reparler cette saison. Il joue merveilleusement bien et en plus, il est sympa. Hein, on va gagner, hein? Ah ben voilà un beau compliment. En tout cas, Sochaux est irrésistible au stade Bonal. 2 buts lors du premier match à Sochaux, 3 ici face à Lille. Une belle différence de buts à domicile pour le moment pour l'équipe de Takac. Lens-Rennes avec en vedette un assureur alsacien qui aura 26 ans le 19 août prochain et qui va donc battre un record, celui du plus jeune arbitre en première division. C'est une information donnée ce matin dans le journal L'Équipe par Joël Lerue. Le nom de cet arbitre, c'est Philippe Kalt. Il a été formé par 2 arbitres internationaux, Georges Conrad et Robert Wurtz. Mais question quand même à Philippe Kalt, à 26 ans, est-ce qu'on préfère pas jouer plutôt qu'arbitrer ? Effectivement, cette pelouse, ce public donne à un footballeur, c'est un rêve pour chaque footballeur de jouer à Bollaert. Pour ma part, effectivement, je jouais au foot et à l'âge de 18 ans, le club avait besoin d'arbitre. Ils m'ont demandé si ça ne m'intéressait pas et puis je me suis lancé dans cette aventure. De fil en aiguille, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai aimé l'arbitrage pour délaisser progressivement le football. Mais de temps à autre, j'aime bien taper dans le ballon. Entre arbitres, on s'amuse souvent et puis on ne se fait pas de cadeaux comme tous les joueurs. Alors Philippe Kalt était au stade Vélodrome samedi dernier pour arbitrer le match entre Marseille et Le Mans. Ce soir, il va découvrir un autre haut lieu du football français. C'est ce stade de Bollaert où l'on retrouve Lens et Rennes avec Stéphane Lippert. Et si Rennes a rarement obtenu de bons résultats à Lens, le défenseur Fugier, lui, ne garde que de bons souvenirs de Bollaert. Il y a 2 ans avec Lyon, il avait marqué et il avait gagné. Et l'an passé avec Marseille, rebelote, nouveau but et nouvelle victoire. Une victoire, justement, Lens en a besoin. Et l'Aigle est le premier à mettre le feu aux poudres. Après la frappe de l'Aigle, on apprécie cette ouverture pour Roger Boly. La sortie de Rousset est excellente. Rousset avait débuté sa carrière en première division contre Lens il y a déjà une bonne douzaine d'années. On va retrouver Boly sur cette ouverture de Mérieux. Son centre lobe le gardien et Oruma est à la réception. 1-0 pour Lens après 14 minutes. Le buteur Oruma n'est âgé que de 17 ans et demi. C'est l'ancien capitaine de l'équipe nigériane championne du monde cadet il y a 2 ans. Titulaire pour la première fois avec Lens, il n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. Joël Thierry retrouvait une place de titulaire ce soir au détriment d'Omambik et il se met à son tour en évidence sur ce tir cadré. Les Lensois dominent constamment cette première période. Corner de Mérieux, tête de Thierry et 2-0 pour Lens qui fait le break à 10 minutes de la pause. Les buts sur coup de pied arrêtés sont un peu moins nombreux qu'avant dans le football actuel, mais Thierry fait monter la tendance en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pour Rennes, il est plus que temps de réagir, c'est ce que fait Pierre-Yves André. Mais à la mi-temps, Lens mène 2-0. C'est grâce à un corner côté gauche que Lens a marqué son 2e but. Et sur cet envoi de Gourvenec, Rennes manque de peu de revenir au score. Mais personne n'est là pour reprendre. Lens continue de contrôler la situation et procède par accélération. Centre de l'Aigle. Thierry tente le ciseau, mais il se gêne avec 2 U. Boly frappe, Iliev repousse, mais l'arbitre accorde le but. 3-0 pour Lens grâce à Roger Boly, meilleur buteur du championnat l'an passé. Les Bretons protestent, mais au ralenti, il semble bien que le ballon ait franchi complètement la ligne. Monsieur Kalt a une vue bien perçante. Les Rennais ne sont pas ridicules, mais ce sont tout de même les Lensois qui restent les plus tranchants. 2 U étaient au départ de l'action, sa frappe est repoussée par Rousset et Thierry est à l'affût. 4-0 pour Lens et doublé pour Joël Thierry. Auteur de 11 buts l'an passé avec le Havre et qui profite ici de cette erreur de Rousset. Il ne reste plus qu'une minute avant la fin du match.
Ultime débordement de Roger Boly. Le centre en retrait échappe à tout le monde, sauf à Mérieux. Une frappe terrible du gauche. Et Rousset est une nouvelle fois battu. 5-0 après le match nul face à Lille à domicile. Lens a remis les choses au point. Rennes n'avait plus enregistré une telle déroute à Bollaert depuis 30 ans. Ouais, c'est le premier carton de cette saison 94-95 avec ses 5 buts inscrits par Lens face au nouveau promu Rennes. On s'intéresse à nouveau à notre match du jour, à ce Monaco-Auxerre. Est-ce que Grégoire est toujours là-bas du côté du stade Louis II, Grégoire? On a vu toute la pression qui pesait maintenant sur les épaules de l'équipe d'Arsène Wenger. Mais de l'autre côté, cette équipe d'Auxerre, elle est plutôt malchanceuse depuis le début de la saison. Elle est malchanceuse. Elle est malchanceuse. La liste est longue, la liste de ceux qui sont à l'infirmerie. Et Giroud a beaucoup de malheur. La liste est tellement longue que je vais être obligé de me remettre dans ma petite liste à moi pour vous dire tout ça. Ça commence par Bruno Martini, le gardien, qui est absent au moins jusqu'en janvier. On continue par la défense. Stéphane Mahé, qui doit se remettre d'une contracture. Et Laurent Sichelski, on l'a vu blessé contre Nantes. Lui, c'est plus grave, plusieurs mois encore. En milieu de terrain, on poursuit Moussa Saïb et Christian Hénat en ont pour plusieurs semaines. Et devant, Christophe Coquard, avec son orteil blessé. Et Lilian Lasland n'était toujours pas du voyage à Monaco. Et le plus étonnant, Thierry, c'est qu'avec tous ces problèmes, Giroud a quand même réussi à mettre sur pied une équipe très belle sur le papier. C'est fou. C'est fou, Grégoire, vous êtes dans le quart de montage au stade Louis II. Préparez encore votre résumé, on vous retrouve tout à l'heure. Nantes, quand à Nantes, tout va bien parce que les résultats sont là, tout va bien parce que les nouveaux se sont parfaitement bien adaptés. Les nouveaux, ce sont Decroix et Benoît Coët qui va retrouver ce soir d'ailleurs un club où il a joué pendant 4 ans. Ce club, c'est Caen et tout va bien parce qu'en plus Ferry et Endoram reviennent après avoir purgé leurs 3 matchs de suspension. D'un autre côté, à Caen, alors là tout va mal, 2 matchs, 2 défaites et cette fois encore la défense est décimée. Philippe Genin. Pour leur deuxième rendez-vous à l'extérieur, les Canets ne sont pas servis. Non seulement ils affrontent Nantes, mais enregistrent les absences de De Jong, tendinite et de Dangbeto, victimes d'une élongation. Pierre Mankowski titularise pour la première fois l'ancien grenoblois Bochu. Ici à ses côtés, espère beaucoup de ses attaquants. Le duo Simba-Kenneth Anderson pour enfin réveiller un compteur but bloqué à 0. Et curieusement, c'est Caen qui d'entrée presse les Nantais, avec ici Rival tout seul, il centre et attention à Marot qui manque sa sortie à la réception. C'est Amara Simba qui remet le ballon, mais Marot détourne de la tête dans ses propres buts. Simba est heureux, il inscrit là le premier but de Caen pour cette saison 94-95. Et l'on revoit la sortie manquée de David Marot face à Amara Simba. Simba qui remet ce ballon, Marot touche bien de la tête. Le ballon est dans ses buts et la défense est absente. Ce but inscrit par Simba réveille Nantes. Coé frappe, il est contré. Makelele récupère. Il trouve Wedek dans le trou. Frappe de Wedek et arrêt réflexe de Dutruel. Le match débute à 100 à l'heure. La machine nantaise commence à bouillir. Carambeu pour Loco. Loco dans le trou et frappe de Loco avec la claquette de Dutruel. Caen souffre. Désormais, il n'y a plus qu'une seule équipe. Coup franc de Pedros et Ferry se jette. Un but partout. Égalisation nantaise et superbe retour de Jean-Michel Ferry qui signe là un but égalisateur après 3 matchs de suspension. Un but partout, ce sera le score à la mi-temps. Coco Ciodo, lui, couvre le ballon, il le protège et en seconde période, les Nantais reviennent avec les mêmes dispositions. Ici, c'est Pedros qui trouve Nicolas Wedek avec la frappe de Wedek et une nouvelle parade de Dutruel. Wedek excellent ce soir, la partie baisse d'intensité, il faudra attendre une quinzaine de minutes pour revoir une action avec ici Reynald Pedros, centre de Pedros, Loco se jette, le ballon file devant les buts de Dutruel. Loco n'était pas loin d'inscrire là son 3e but et Nantes retrouve la forme. Caen de son côté est fébrile à l'image de Silva. Germain absent, Wedek en profite, il frappe, 2-1 pour Nantes. Nicolas Wedek inscrit là son 2e but consécutif. Il rejoint Loco au classement des buteurs. Wedek superbe. Les Nantais l'ont mérité cette victoire. Score final 2-1 face à Caen. Wedek heureux. Dutruel abattu. Les Canaries enregistrent leur 2e victoire d'affilée, ce qui promet de belles soirées pour le futur. Ah oui, on tient un 3e leader après Bordeaux, après Cannes. Voilà Nantes qui pointe également à 7 points. Il faudra attendre de voir ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pour savoir s'il y a 4 leaders en tête après 3 journées de championnat.
Le Havre-Nice, ça va pas trop mal pour l'équipe du Havre, entraînée par Guy David. 2 matchs, 2 résultats nuls. Et puis cette équipe du Havre, c'est la seule de notre première division à n'avoir ni marqué, ni encaissé le moindre but. Alors 0 but contre, c'est bien pour le gardien Revaux et pour sa défense, ils tiennent la route. 0 but pour, c'est un petit peu plus inquiétant compte tenu du recrutement opéré cette année par le Havre avec les arrivées de Dory, Lagrange et Caveglia. Oui, mais il y a une explication. Sur ce trio, il y a toujours eu un absent depuis le début de la saison. Stéphane Guy. La bonne surprise du soir côté Havrais, la voici. La première titularisation de Christophe Lagrange, l'ex-Angevin. Histoire de réveiller une attaque jusque-là apathique et toujours privée de Cédric Dory en mal de cheville. Qu'importe, Christophe Lagrange s'est trouvé un nouveau compagnon de jeu en la personne d'Alain Caveglia dont le centre est ici un tout petit peu trop enlevé. Lagrange se dépense beaucoup, revient même défendre sur les corners. Mais le Havre attend d'abord de lui qu'il marque. Une frappe contrée de Boukra sur cette action lui en offre une première occasion. Mais Letizy ne l'entend pas ainsi. Les Niçois, gênés par la technique havraise, commencent par récolter un carton jaune pour cette faute de Nagbé. Mais il est vrai que l'intervention juste auparavant de Delaunay sur Sanjak méritait peut-être même punition. Frappés dans leur honneur, les Niçois réagissent. Mangione fait parler la puissance. Sur cette frappe, Revaux est impeccable. Le portier havrais, déjà brillant lors des 2 premières rencontres. Et à la mi-temps, l'invincibilité havraise est préservée. Mais son attaque, elle, n'a toujours pas marqué. Guy David lance alors Chagnot à la place de Boukra. Juste le temps de se mettre en jambe. Ibrahim Ba, encore très bon ce soir, le sollicite en vain. Peut-être que Robert va marquer. Et non, sa frappe prend la direction des nuages. Trois minutes plus tard, Michel Rioux offre à Chagnot une balade en solitaire. Fugène, le latéral niçois, apprécie modérément les promeneurs. À la différence de Marcel Lenné qui n'hésite pas, pénalty. Et Alain Caveglia inscrit son premier but de la saison, le 26e de sa carrière en première division. Il cède tout de suite après sa place à Teddy Bertin, un milieu à la place d'un attaquant. Pas de quoi décourager les Niçois, une première fois dangereux sur cette tête de Nagbé. Il reste 10 minutes à jouer. Lagrange joue les temporisateurs. Sanjak est au contre. Chaouch en embuscade pour une filouterie qui surprend Marcel Lenné, l'arbitre de ce match. Yacine Sanjak s'élance. Le contre-pied de l'international algérien est parfait et permet à son équipe de remporter son premier point en déplacement. Les Havrais devront-ils quant à eux attendre la 12e journée de championnat pour vaincre? Patience, patience, on n'en est pas encore là. Stéphane, on espère que ça ira plus vite pour l'équipe de Guy David qui enregistre quand même son 3e résultat nul consécutif. Au niveau des pénaltys, pour le moment dans le championnat de France, c'est du 100%. Hein. 7 pénaltys sifflés, 7 pénaltys transformés. Saint-Étienne-Montpellier maintenant. Saint-Étienne qui a obtenu un bon résultat nul. La Martigues reste quand même au vert maintenant à obtenir leur première victoire de la saison. Pour Montpellier, le démarrage est beaucoup plus délicat. 2 premiers matchs à domicile, 2 défaites. On va voir tout ça avec Philippe Brouet. Pour tenter de décrocher au moins un point ce soir, Gérard Gilly a procédé à quelques retouches. Laurent Jaffo débute le match. Voici maintenant Bruno Alicart, un autre joueur formé à Montpellier, tout comme Jean-Christophe Rouvière, présent dès le coup d'envoi. Lefebvre, Carotti et Sanchez, qui avaient joué mardi contre Bordeaux, sont sur le banc. Et Gilly a raison de renforcer son milieu car Saint-Étienne débute fort. 8e minute dans le match. Wolfhard va s'embarquer dans un dribble. C'est efficace. Barabé repousse ce ballon, mais Wolfhard va le récupérer et réussit un centre intelligent en pleine course. Camara s'est élevé et Saint-Étienne mène déjà 1-0. Le ralenti instructif d'abord pour le bon dribble de Wolfhard et ensuite ce bon ballon piqué après que Barabé ait repoussé le ballon. Ballon piqué qui va juste sur la tête de Camara malgré l'opposition de Rezo. 1-0 pour les Verts. Ensuite, le match s'équilibre un petit peu trop. Le spectacle s'en ressent, mais à un quart d'heure de la fin, on retrouve un peu d'animation. Encore Wolfhard et toujours Camara qui guettait, lui, la réception de ce ballon. Barabé souffre. Les Verts pour un corner et une nouvelle sollicitation pour le gardien de Montpellier. Pavon est tout près de marquer contre son camp. Il ne manque pas grand-chose au ballon pour franchir la ligne. Montpellier essaye de développer des mouvements, mais tout cela reste timoré. En revanche, quand Saint-Étienne accélère, vous l'avez vu, les occasions deviennent intéressantes. C'était Camara qui avait centré et Wolfhard sur le poteau. À la mi-temps, Saint-Étienne mène donc toujours 1-0.
dès la reprise. Attention, belle occasion pour Montpellier sur un corner avec une tête de Loret et c'est Pérez qui sauve Robin Huc et Saint-Étienne. Des Stéphanois qui ne veulent pas laisser trop d'espace à Montpellier, ils pourraient retrouver le moral. Alors Saint-Étienne accélère encore. Camara pour Wolfhard. Wolfhard presque tout seul qui crochette Rezo et Barabé est bien placé. 20 secondes plus tard, on va retrouver Montpellier à l'attaque. Mais Montpellier qui va perdre le ballon. Nouveau rush de Wolfhard. Regardez bien, avec Périlleux à ses trousses. Tacle de Périlleux, mais cette fois Wolfhard garde de l'équilibre et Wolfhard marque. Saint-Étienne mène 2-0. Roland Wolfhard qui avait déjà marqué mardi dernier à Martigues. Le match s'emballe, une partie qui devient complètement folle. Une petite minute après ce but, Moravchik, Camara, ballon qui va venir frapper après ce duel avec Barabé. Le ballon qui vient frapper ici l'angle de la transversale et du poteau droit du gardien de Montpellier. On va souffler 10 minutes, mais 10 minutes seulement, car Saint-Étienne repart à l'assaut. Moravchik encore, avec un centre. Et à l'arrivée, Camara de volée, c'est superbe. 3-0 pour la S Saint-Étienne. Cette fois, c'est sûr. La défense, le gardien et toute l'équipe de Montpellier est KO debout. Montpellier qui subit la loi des Verts. Tête de Wierzewski. Wolfhard à l'arrivée qui lobe encore une fois Barabé. Encore un but pour Saint-Étienne. 4-0. Les Stéphanois, après 2 matchs nuls, ont pris un bon élan ce soir. Pour Montpellier, en revanche, c'est déjà très préoccupant. Thierry, c'est le moins que l'on puisse dire. 3 matchs, 0 points, 0 but. Oui, c'est inquiétant pour Montpellier, mais c'est bien ce qu'ont fait les Verts ce soir. Et puis du coup, Roland Wolfhard, grâce à ce doublé, il pointe en ce moment en tête du classement des buteurs. Vous l'avez peut-être repéré, l'arbitre de cette rencontre, vous l'avez reconnu, c'est Joël Quignou, qui était notre représentant à la Coupe du Monde aux États-Unis. Joël qui est en ce moment Bonsoir Joël, au stade de Geoffroy Guichard. Il est en direct. Joël, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la demi-finale de la Coupe du Monde? On vous a perdu de vue, c'est normal. Je suis parti en vacances avec ma famille, tranquillement, pendant une dizaine de jours et j'ai repris mon travail lundi dernier au ministère. Philippe ? Alors Thierry, il faut tout de suite te dire que Joël Quignou n'a pas fait que prendre des vacances. Il a dû sûrement s'entraîner physiquement parce qu'il faisait très très chaud comme partout en France ce soir. Et les joueurs et l'arbitre ont beaucoup couru. Et je peux vous dire qu'il a gardé la forme, j'allais dire olympique, non, la forme du mondial. Joël, vous avez donc quitté les stades des États-Unis et c'est la première fois que vous retrouviez le championnat de France. Comment vous avez retrouvé ce championnat et les joueurs? Par exemple, comment étaient les réactions des Montpelliérains et des Stéphanois quand vous interveniez ce soir? Je pense que j'ai bénéficié un petit peu de ce parcours en Coupe du Monde parce que je n'ai pas senti trop de contestation à mon égard. Mais bon, il y a quand même eu 5 cartons jaunes de donnés. C'est vrai que depuis le début de la saison, beaucoup de cartons sont donnés, un petit peu à la demande et selon les instructions de la Commission centrale d'arbitrage et de Michel Vautreau. Nous devons continuer ainsi parce que la Coupe du Monde a été une Coupe du Monde spectaculaire, mais je pense que ça a été dû aussi aux instructions données aux arbitres. Donc nous devons continuer sur cette voie et également faire confiance aux commissions de discipline derrière, de façon à ce que, parce que je ne vois pas pourquoi les joueurs français ne seraient pas capables d'avoir le même comportement que tous les joueurs des sélections nationales qui opéraient lors de la Coupe du Monde. Pour vous, c'est une question d'état d'esprit, de mentalité. C'est dans la tête des joueurs, c'est les joueurs qui feront gagner ce pari-là. Exactement, parce que les arbitres sont décidés, mais il faut également que les joueurs en acceptent un petit peu le prix, même si de temps en temps il peut y avoir quelques boulettes ou quelques petits problèmes, mais c'est malheureusement dans ce sens-là qu'on arrivera à assainir un petit peu le football français, parce que les spectateurs et les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à voir avant tout? Ce sont des buts, ce sont des matchs spectaculaires, des matchs fair-play, comme finalement ceux que l'on a vus. Pourtant, compte tenu de l'enjeu des matchs de la Coupe du Monde, on ne peut pas dire que finalement l'enjeu pouvait amener plus de cartons, mais ça n'a pas été le cas. Joël, une dernière question. Vous tiendrez le rythme avec vos confrères arbitres jusqu'au mois de mai prochain, jusqu'à la fin du championnat? Bien sûr, il ne faut pas que nous soyons un petit peu solitaires dans cette façon d'opérer et puis que nous soyons trop là, mais nous faisons confiance. Bien sûr, le football, c'est un ensemble c'est une grande famille, des composantes, les commissions de discipline. Nous avons des instructions de M. Legret, de M. Simonet, et puis je crois que dans quelques semaines, on ne peut pas demander non plus aux joueurs de changer d'état d'esprit du jour au lendemain, ça c'est très difficile, mais en quelques semaines, je suis persuadé qu'on arrivera quand même à voir des matchs plus spectaculaires, plus ouverts et également plus corrects.
Bon courage Joël, et puis on va vous laisser Thierry, car même quand on arbitre en Coupe du Monde, eh bien un mois après dans le championnat, on se lève à 6h30 le lendemain des matchs pour prendre le TGV et pour rentrer chez soi. Bonne soirée. Mais Joël Philippe, restez avec nous pour suivre le prochain résumé de 100 jours de foot, c'est Strasbourg-Paris Saint-Germain, parce que il y a des cas intéressants pour l'arbitre, on vous en dit pas plus, mais il s'est passé des choses au cours de cette rencontre. Avant de suivre ce résumé, on va aller du côté du stade de la Méno, retrouver toujours en direct Denis Balbir, parce que Denis, cette semaine, on a été un petit peu surpris avec le retour de Rai. C'est vrai qu'ici même, dans Jour de foot mardi, je vous lisais la déclaration de Michel Denisot qui disait que Rai était à la disposition de Luis Fernandez. La preuve, Rai s'est entraîné et Rai est parti à Strasbourg dans le groupe du PSG. Alors est-ce qu'il a joué, Denis? Rai, oui Thierry, il a joué ce soir. Il n'est pas parti titulaire dans ce match. On a demandé à Luis Fernandez s'il jouait à quelques secondes du coup d'envoi. Et Luis Fernandez a laissé planer le doute. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à voir un garçon comme Valdo. Et puis, c'est Rai qui est sorti de sa boîte. Mais il est un petit peu quand même esselé dans ce groupe. Il est un petit peu... il se pose des questions. Bien sûr, il a envie de s'imposer au Paris Saint-Germain. Il a envie de bien faire. Et on l'a vu donc avant le match. Il était décidé à faire un grand match ce soir à la Méno où le Paris Saint-Germain a toujours bien réussi. On va voir Rai. Je suis heureux, je suis là pour être ensemble dans un groupe et j'espère qu'on fait un bon match. Là, je suis arrivé il y a 4 jours, c'est pas 100%, mais on va travailler pour arriver au meilleur. Ce que je peux vous dire, Denis, puisque vous parliez de Valdo, c'est que Valdo, il était avec nous tout à l'heure pour suivre l'ensemble des rencontres. Et Valdo et Ricardo seront bien présents mercredi soir pour le match de Coupe d'Europe contre VAC. Allez, on regarde tout de suite ce résumé. Strasbourg, Paris Saint-Germain à la Méno. Avec vous, Denis. La météo affiche son prix 36 degrés et les réductions ne sont pas pour demain. José Cobos revient en Alsace. C'est donc l'inévitable salut. Un petit peu tendu, Cobos, alors il est encouragé par ses partenaires Gravelaine et d'autres retrouvailles avec le kiné Joël Le Hir. Et on croise bien sûr le grand copain Cobos. Les deux hommes ont une année noire à effacer et de la rage au cœur. Il faut attendre 20 bonnes minutes avant de voir une belle action. À gauche, David Régis. Ouverture en déséquilibre pour Xavier Gravelaine. Le tir de Gravelaine passe à gauche de Bernard Lama, qui parle certainement placement avec Alain Roche, car Comboiré, qui est finalement dans le couloir de Gravelaine ce soir, est lobé par la passe. Mais ce n'est pas si loin de la cage de Lama. Franck Leboeuf de ses arrières dirige la manœuvre. Comboiré est lobé une nouvelle fois. Et Gravelaine en position difficile sur la barre de Bernard Lama. Daniel Jean Dupeux voulait faire un gros travail offensif. Il paraît payant dans les intentions, même s'il y a 0-0. Encore Franck Leboeuf. Pour cette fois, Wilfried Goel. Goel se plaignait de son manque de rythme. Il file et s'étale après son tir. Lama au contact. Monsieur Sars, l'arbitre, décide le pénalty. Ça vaut bien quelques embrassades. Lama prend la jambe de Goel. Embrassade car Strasbourg n'a marqué qu'un but en 180 minutes sur un corner direct. Le spécialiste Franck Leboeuf s'élance. Et 1-0, Leboeuf, le capitaine, s'est fait un devoir d'emmener le Racing vers l'Europe pour sa 5e saison ici. Impuissant, les Parisiens s'énervent quelque peu, comme Daniel Bravo, des gestes d'anti-jeu. Et puis, ce tacle par derrière de Bravo sur Rémi Garde. C'est le jaune, le deuxième. Quelques mots. Et le rouge, sans discuter, Bravo, regagne les vestiaires. Le Racing a conjuré le sort car à la Méno, le PSG et Wea en particulier ont souvent marqué les premiers et gagné. Une attaque désordonnée du PSG, récupération de Gravelaine qui emmène sa balle. Yannick Roth va fixer la défense où il va choisir à droite. Goel finalement il préfère donner à Xavier Gravelaine. Un tir et Lama plonge trop tard. C'est le deuxième but pour le Racing et le premier en mouvement avec un poteau rentrant. Gravelaine va énormément nous apporter, promettait Sauzet. Eh bien c'est fait. Les Parisiens tentent bien de réagir, mais c'est surtout sur coup de pied arrêté avec par exemple un coup franc de Paul Le Guen pour la tête de Wea et parade extraordinaire de Vincel, le gardien slovaque. Une claquette superbe et Luis Fernandez commence à se ronger les sangs. La cote du Paris Saint-Germain, elle baisse à 33 degrés. Il est temps de sortir le joker Rai. Échauffez-vous, ordonne Luis Fernandez. Et bien le voilà, Rai en deuxième période. Corner du Paris Saint-Germain et de Le Guen. Rai de l'aile, Comboiré et Pouliken sauf sur sa ligne.
Le Paris Saint-Germain joue à 10. Rappelons-le, Francis Liasser, déjà averti, crochette Yannick Roth. L'humeur est à l'orage et à l'arc-en-ciel pour Monsieur Sars. Jaune, vert et finalement rouge. Et le Paris Saint-Germain est à 9. Ça laisse bien sûr de grosses possibilités au Racing. Un centre de balle, tête de Michael Hughes. Heureusement, il y avait Ginola. La cote du Paris Saint-Germain baisse encore d'un cran. Mais la menace Gravelaine s'éloigne, félicité par Daniel Jean Dupeux. Époustouflant, le jeune Yannick Roth loupe pourtant la cible. Il a essayé un crochet, mais la main est bien sur le ballon. Daniel Jean Dupeux a le sourire. Le COP exulte pour ce 2-0. Et Luis Fernandez pense. Ah oui, les temps changent pour le PSG à la Méno. Le PSG vainqueur 4-0 il y a 2 ans, match nul 2-2 l'an passé, défaite 2-0 cette saison. Bravo et la Serre sont les 12e et 13e cartons rouges depuis le début de la saison. Dernier match à suivre dans ce jour de foot, c'est Monaco-Auxerre. On vous l'a présenté depuis le début de cette émission. Maintenant, c'est l'heure du résumé avec Grégoire Margoton. Se mettre minable contre Auxerre, ainsi parlait Enzo Schifo cette semaine. Quitte à montrer l'exemple avec la voix, le meneur belge essaye aussi du pied, frappe du gauche, Charbonnier relâche, mais se reprend. Schifo, patron du commando rouge et blanc, ça se précise. Grand pont subtil qui laisse Rabat Rivoni sur place. Madar est démarqué, mais un peu court à l'arrivée. Le quart d'heure vient de passer et Martins s'offre un coup franc repoussé à moitié. Lamouchi se retourne et reprend 2 volées au-dessus. Mais là aussi, le geste était audacieux. Voilà une bonne nouvelle pour Giroud. Elles sont rares en ce moment. Monaco, pour tout dire, n'est pas vraiment à son aise. Madar s'écroule dans la surface. Monsieur Pochard n'accorde pas de pénalty, mais un coup franc indirect. Il estime que Sylvestre a volontairement transmis à Charbonnier, son gardien. On décale Djorkaeff qui bute sur un mur bleu énorme. Auxerre s'en sort sans bobo. Tenez, voici un des premiers ballons exploités par le Danois Petersen. Au bout de sa conduite de balle, une passe vers Madar qui hésite, qui contourne et qui frappe lourdement. Charbonnier s'est envolé, heureusement pour la GIA. Voici enfin une occasion nette pour Monaco. Les Bleus prennent leur temps, ça énerve visiblement un peu Giroud, mais le danger peut aussi venir en douceur. Vairua, tranquille, n'est pas attaqué, il va poursuivre sa course et de loin tenter sa chance sur la transversale. C'est encore plus franc que l'occasion monégasque. 0-0, retour au vestiaire. Allez, on repart sur un corner auxerrois, Pifto repousse et Martins se dit qu'une reprise, pourquoi pas, bien essayé, mais en dehors du cadre. Monaco s'enlise un peu plus, Djorkaeff essaye pourtant d'accélérer, Ikpeba qui tire dans la foulée, sans réussite, la poisse continue. Les minutes passent sans passion, coup franc et combinaison monégasque. Frappe surpuissante d'Emmanuel Petit, Charbonnier s'est bien couché, c'était la seule solution à vrai dire pour repousser un tel boulet. Et Auxerre, dans tout ça, les Bleus continuent à leur rythme, sûr mais tranquille. Le plus en vue, sans aucun doute, s'appelle Corentin Martins. Sur la gauche, un petit peu de chance pour le capitaine auxerrois qui en fin de course réussit à frapper. Pifto détourne, parade spectaculaire, confirmée par le ralenti. Sur le bord du terrain, Jean-Luc Ettori broie du noir. Ça va mal, ça va mal. Un espoir peut-être avec ce centre de Lilian Thuram. Reprise de Djorkaeff dans les nuages. C'est tout, 0-0 à l'arrivée. 1 point en 3 matchs pour l'AS Monaco. La mauvaise série continue. Le public a copieusement sifflé. Le titre, si ça se trouve, c'est joué ce soir pour les joueurs d'Arsène Wenger. Ouais, qui ont marqué quand même 1 point et qui... ont endigué cette série de défaites, mais c'était le seul match où il n'y a pas eu de but au cours de cette 3e journée. On récapitule le tout avec les tableaux, Jean-Jacques, si c'est possible, pour s'apercevoir que 22 buts ont été inscrits au cours de 9 matchs seulement, puisque Bastia-Lyon, c'est pas demain, mais dimanche, pour être très précis, sur Canal à partir de 20h15. Alors 22 buts marqués, oui, mais seulement 3 à l'extérieur. Et pas de victoire à l'extérieur du tout. Ce soir, en tête, 3 leaders, Nantes, Bordeaux et Cannes avec 7 points. Dans le bas du tableau, on va retrouver
2 équipes à 0 points, c'est Caen et Montpellier. Là, il y a un petit peu le feu. Le programme ou les buteurs d'abord, avec Wolfhard qui est pour le moment en tête du classement avec 3 buts. Le programme, la prochaine journée de championnat, ce sera vendredi 12 août Caen Monaco sur Canal, samedi 13 août 22h15, jour de foot comme d'habitude. Les rendez-vous sur Canal, c'est d'abord du rugby demain avec le dernier test de l'Afrique du Sud en Nouvelle-Zélande. Vous avez un rendez-vous à partir de 13h30 et puis dimanche, on vous a parlé de Bastia-Lyon à 20h15. Tout de suite derrière, ce sera le retour de l'équipe du dimanche de Pierre Sled avec au programme de la boxe, du beach volley, la finale de Saint-Tropez et du football, bien sûr, avec le tournoi de Glasgow. Et vous retrouverez à cette occasion et Basile Boli et Eric Cantona. Vous retrouverez également Jean-Jacques Msalem qui était aux commandes ce soir de ce jour de foot. Très bonne soirée à vous tous. Salut!